bonjour. Oh là, je crois que... Bonjour, je vais... Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a un bruit qui est un peu... C'est mieux là? Donc je vais le garder à distance et peut-être que ça sera plus simple, mais pas vraiment. Bon, écoutez, j'ai une voix qui porte. Donc je pense que, vu, je dirais, la configuration de la salle... Mais là, c'est mieux? Ah, voilà, d'accord. Eh bien, je recommence. Bonjour, merci d'être présent. Enfin, je pense que vous allez... Enfin, c'est un bon moyen de débuter le festival si c'est la première fois que vous vous retrouvez donc, en salle. Et sinon, cela va être vraiment un moment privilégié, un moment riche d'apports, d'éléments de connaissances pour justement continuer ensuite à sillonner les salles au fil de la programmation donc, dédiée à Prague et au cinéma tchèque. Pour ça, donc, je suis vraiment heureuse d'accueillir Xavier Galmiche, donc, à gauche, le pull rayé, donc, qui est écrivain, traducteur, spécialiste, je dirais, de la langue tchèque, plus largement, enfin, pour vous présenter. Et aussi donc, Jean-Gaspard Palénichek, traducteur, poète, et qui, je vous le dis franchement, a été un précieux collaborateur pour mener à bien cette édition. Cette rencontre pour nous est évidente parce que c'est vrai que bâtir une programmation, c'est effectivement découvrir des films ou redécouvrir, c'est sillonner, je dirais, les genres, les temps de cinéma, revoir des classiques, des films de patrimoine, aller fouiller vers ce qui se passe actuellement sur la scène cinématographique, je dirais tchèque. Mais en même temps, il est essentiel aussi que ce temps-là de cinéma soit complété par celles et ceux qui, je dirais, travaillent ce matériau depuis longtemps, le vivent, le travaillent et le font vivre donc au travers aussi bien d'un parcours professionnel que personnel. D'où justement cette rencontre qui pour nous était majeure, essentielle et que nous avons bâtie ensemble. Maintenant, je vais vous laisser en compagnie de Xavier Galmiche et de Jean-Gaspard Palénichek et je vous souhaite une belle rencontre. Elle va durer à peu près 1 heure. Ensuite, il y aura un temps d'échange donc, de 20 à 30 minutes. Et tout est fait donc, pour que vous puissiez ensuite vous rendre en salle pour découvrir Petite perle au fond de l'eau, qui est le film qui a été choisi pour justement poursuivre cette rencontre, cette fois-ci en images animées. Eh bien, belle rencontre et bon festival. Praha. Prague. Qu'est-ce que ça veut dire Praha? Prague. En tchèque, Prague, c'est le seuil. Il me revient ce passage des histoires fantastiques pragoises de Mérink. Prague ne porte pas son nom en vain. En réalité, elle est un point de passage, un seuil entre le monde d'ici-bas et celui de l'au-delà, un seuil bien plus étroit qu'ailleurs. Nous commençons avec ces images qui sont des prises de vue de Prague, vous l'avez compris, qui datent de 1908, filmées par Jan Křižanecký, qui fut le premier Tchèque à acheter un cinématographe aux Frères Lumière et à faire des prises de vue en pays tchèque, à Prague principalement. C'est ce qu'on appelle une phantom ride, donc la course des fantômes, placer la caméra en tête de train et filmer ce qu'on voit. C'était très populaire au début de l'histoire du cinéma et je trouve que c'est assez parlant à la fois, c'est assez magique de voir cette Prague d'il y a plus de 100 ans et assez magique de l'avoir filmée comme cela, comme par les yeux d'un esprit justement. Il y aurait bien sûr énormément de choses à dire sur Prague et en lien avec le cinéma. Nous allons aborder quelques aspects en essayant de vous donner le plus de pistes possible, mais voilà, par le biais de plusieurs aspects, en commençant par un panorama historique pour situer un peu le contexte rapidement,
Et puis une partie sur la Prague moderne, pensée avant-garde, société, et une partie sur la Prague multiculturelle, pour finir de nouveau en écho avec ce début sur la Prague magique. Je te laisse Xavier, pour la partie panorama historique. Donc bonjour, je me propose de jouer un peu au prof d'histoire-géographie pour commencer cette introduction, pour vous rappeler un peu le profil de Prague, qui est une capitale au cœur de l'Europe centrale. Alors il faut voir un certain nombre de cartes. Ces cartes, cette carte qui est figée au début du 19e siècle, mais on va passer un peu à travers les siècles. Une Prague qui est une ville, en fait, très longtemps une petite ville qui frappe les voyageurs par sa beauté et en particulier par son château qui est à la fois splendide et légèrement effrayant. C'est donc une Prague qui est à la tête d'un territoire qui est différemment dénommé. On le connaît souvent sous son nom actuel de Tchéquie, que souvent vous appelez Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie s'est scindée en 1993. Les noms historiques sont un peu différents. Le territoire tchèque, il est formé de ce qu'on appelle toujours la Bohême, la Moravie et une partie de la Silésie. L'important est de comprendre que les pays tchèques ont été une formation étatique qui a perdu souvent son indépendance et qui a été très longtemps intégrée au cœur de l'Empire autrichien, donc soumise à Vienne, et puis après soumise à l'Empire austro-hongrois. Et donc je passe un peu sur cette période du 19e siècle qui a par ailleurs laissé ces belles images de cet art de vivre déjà de l'Europe centrale. Par exemple, cette vue de la ville par Vinzenz Morstadt, qui est symbolique de ce que l'on appelle le Biedermeier. Le Biedermeier, c'est une époque du 19e siècle qui est symbolique de ce savoir-vivre, de cet amour de la matérialité qui imprègne, je crois, jusqu'à aujourd'hui la culture aussi quotidienne. À partir de 1867, l'Empire, celui que vous connaissez comme l'Empire austro-hongrois, il va se composer de deux grandes parties, l'une plutôt à l'ouest, dirigée par Vienne, et l'autre, ici en rouge, qui est la Grande Hongrie. Et c'est dans le cadre de cet immense territoire, donc dans la pointe extrême nord-occidentale, que se situent les pays tchèques. Ce qu'on peut et ce qu'on doit retenir, on y reviendra dans la deuxième partie, c'est que les pays tchèques sont une part de cette, c'est l'expression traditionnelle, mosaïque de peuples. Il y a plein d'ethnies qui se côtoient, vous les avez ici, et donc beaucoup de langues, beaucoup de religions, et donc beaucoup de problèmes. Donc c'est aussi un territoire qui est à la fois singulier et qui est aussi compliqué. Kundera, qui a enseigné dans l'université près de laquelle nous sommes ici, considère que le signe de l'identité tchèque, c'est ce qu'il appelle la nesamozřejmost, qui est un mot un peu difficile à traduire, que l'on peut traduire par l'absence d'évidence. Cela ne va pas de soi d'être tchèque. Et effectivement, cette inclusion dans ce grand territoire européen est sans doute à la mesure de cette absence d'évidence. Il faut qu'on avance un peu. Ce grand territoire donne lieu, après la Première Guerre mondiale, à des États nouveaux, des États successeurs, et en particulier la
Tchécoslovaquie, que l'on voit ici. Voilà. Donc, deux parties, celle des Tchèques et celle des Slovaques. Un État qui va durer à partir de 1918 jusqu'en 1993. Et Prague est donc toujours la capitale de la partie tchèque. Bien sûr, au cours du XXe siècle, c'est aussi un territoire tragique, puisqu'il va, ici vous avez un timbre de la ville de Prague, qui est dessiné par le célèbre artiste Mucha, par exemple. Mais ce qu'il faut retenir du XXe siècle, c'est effectivement les assauts de l'histoire qui va s'acharner contre ce pays et qui va voir déferler les deux totalitarismes, le totalitarisme nazi avec un dépaissement du territoire. La Tchécoslovaquie va disparaître à l'issue des accords de Munich en 1938. Le territoire se disloque, une partie que l'on appelle les Sudètes, peuplée majoritairement d'une population germanophone, est intégrée au Reich nazi. Une partie reste, on a peut-être une carte plus explicite de ça, une partie reste que l'on appelle le protectorat de Bohême-Moravie, et la partie slovaque s'indépendantise pour devenir un État fascisant, un État fasciste, disons-le, l'État slovaque. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie est reconstituée à peu près, mais c'est la deuxième épreuve historique du XXe siècle, d'une façon à la fois mécanique et autoritaire. La Tchécoslovaquie est happée par ce grand mouvement de communisation, de stalinisation de l'Europe, dont témoigne cette caricature. À la fin de notre époque, l'écroulement du mur de Berlin, la Tchécoslovaquie, comme les autres pays d'Europe centrale, recouvre son indépendance et rejoindra, après l'éclatement de 1993, donc sous les formes nouvelles de République tchèque et Slovaquie, l'Union européenne dans les années 2000, et avec la naissance d'une sorte de modernité, presque de post-modernité, dont on peut retenir comme emblème cette maison qui danse, qui est un des hauts lieux de l'architecture des années 1990. Voilà, je vais passer la parole à Jean Gaspard qui va vous parler donc de cette Prague qui est une Prague qui se pense et qui se montre comme une ville moderne. Je saute, on avait d'autres cartes à vous montrer. Oui, alors cette image pour évoquer la Prague des avant-gardes, il s'agit d'une des illustrations du recueil de poèmes Prague aux doigts de pluie, du poète Vítězslav Nezval. Ce collage est de Karel Tajge, qui est un peu le chef de file d'un mouvement qui s'appelle le poétisme, donc un des principaux mouvements des avant-gardes dans les années 20 en Tchécoslovaquie. Puis Tajge est ensuite à la tête du groupe surréaliste. Au cours du festival, on vous projette entre autres un film qui s'appelle Une promenade sans fin de Hackenschmidt, qui est un des très beaux films de cette période. On vous en montrera un court extrait à la fin de cette conférence. Mais ici, je voulais vous montrer un autre extrait, puisque cette Prague des avant-gardes retrouve certains échos dans certains films de la Nouvelle Vague. Ce que vous voyez, c'est un extrait des Diamants de la nuit de Jan Niemetz, qui en fait se fait le prolongement de cette esthétique. La séquence que vous voyez est une séquence qui est à la fois une séquence de rêve, de souvenirs, et dans laquelle on va retrouver de nouveau
ce type de prise de vue en mouvement à partir d'un train, ici d'un tramway, non pas cette fois sur l'avant du tramway, mais sur le côté latéral. Et je vais vite sur cette période-là. Une chose, sans doute, encore pour clore là-dessus, les avant-gardes tchèques ont énormément de relations avec les avant-gardes, avec le groupe surréaliste français, avec le Bauhaus. Et Prague est un des centres, alors légèrement décentré, mais un des centres importants de l'époque, avec une grande communauté qui va se briser, bien sûr. Je propose d'aborder la nouvelle vague, donc de faire ce saut vers cette période qui essaie de, après la fermeture, l'installation du rideau de fer, de tenter une nouvelle ouverture. Donc effectivement, comme en France, on connaît la nouvelle vague française, on parle de nouvelle vague tchécoslovaque dans les années 1960. Et donc, comme l'a dit Jean Gaspard, on redécouvre à l'époque une façon moderne de regarder la vie, de regarder la ville. Ce qui était très clair dans l'extrait qu'on a vu, cette espèce de regard poétique qu'on jette sur une ville qui est parfois une ville un peu cassée. Vous avez vu cette horloge vide, ces mystères qui parsèment un espace qui est aussi un espace ordinaire. Je crois qu'il y a là vraiment une caractéristique d'une sorte de beauté qui sort de la vie de tous les jours, qui était déjà l'inspiration profonde de la première avant-garde, donc du surréalisme des années 20 et 30, et qui va être réinventée par la grande nouvelle vague tchécoslovaque des années 1960. Il faut citer un certain nombre de noms de réalisateurs qui sont égrenés aussi dans le programme de ce festival, en particulier Věra Chytilova, Ivan Passer, Jan Němec, Jaromír Jireš, Jiří Menzel. Qu'on retrouve tous sur cette photo, justement. Voilà, c'est ça. Donc avec cette atmosphère, un peu comme pour la nouvelle vague française, de fête. On parle parfois des Happy 60s pour parler des années 60. Et il y a, dans un contexte qui est quand même le contexte très gris de l'Europe stalinienne, enfin qui sort difficilement du stalinisme, un esprit de fête et d'inventivité. Peut-être on peut parler du film de Chytilova, Sedmi krásky, à ce sujet. Alors oui, Sedmi krásky, le premier long métrage de Chytilova. Un mot peut-être encore, c'est que contrairement à ce qu'on connaît de la nouvelle vague française, la nouvelle vague tchèque n'est pas un groupe homogène avec un manifeste. Chaque personnalité a son style, ses préoccupations. Et Les Petites Marguerites, dont vous voyez l'affiche ici, Sedmi krásky, est à la fois représentatif dans ce que ce film a de souffle furieusement libre, et à la fois non représentatif, puisque c'est un peu un ovni, mais extrêmement emblématique. C'est pour ça qu'en quelques mots et en quelques images, nous aimerions l'évoquer pour vous donner envie de le voir ou de le revoir. Le film est encadré par des images de guerre, et puis nous commençons ainsi avec ces deux jeunes filles qui décident de semer le chaos dans un monde qui leur semble devenu fou ou qui est corrompu. Elles mangent des fruits de cet arbre magique qui bien sûr rappelle l'arbre de la connaissance, et s'engagent dans une série d'actes de révolte qui mettent sans dessus-dessous les normes sexuelles, les normes sociales de l'époque.
et le style du film épouse l'esprit de leur mésaventure. Scènes de danse, photographie fixe, bataille d'aliments, acteurs qui font des mouvements de pantin accompagnés d'effets sonores de bois, un montage halluciné comme on le voit ici. Le montage du film est extrêmement féroce, rapide, parfois proche de l'abstraction. Ça, c'est l'œuvre du mari de la réalisatrice, le chef opérateur du film, Kuchera. L'image que je vous montre, je l'ai choisie exprès parce que là, littéralement, les personnages sont coupés, démembrés, comme l'est le film et comme l'est le fil narratif du film. Donc c'est un véritable kaléidoscope visuel qui passe allègrement de la couleur au noir et blanc à des plans teintés de tons monochromes. Voilà, une œuvre qui est une des œuvres les plus connues de cette décennie et que je vous invite à revoir. Dans cette atmosphère de fête, d'euphorie, on voit souvent le lien qui existe entre cette production cinématographique, dont je dirais quand même à propos de ce film qu'elle aborde aussi des problématiques aujourd'hui très populaires de genre. Hein, la question féminine est assez présente. Mais cette période, elle est aussi emblématique, à mon sens, d'un vrai rapport du cinéma avec les autres arts, qui sont non cinématographiques. Mais le cinéma, d'une certaine façon, infuse dans les autres arts. Et donc, je voudrais m'arrêter sur ce livre qui traite vraiment de la ville de Prague et de la ville socialiste, qui est dû à mon avis, meilleur écrivain tchèque de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est Bohumil Hrabal. S'il faut lire un écrivain, c'est bien Hrabal, et qui écrit en 1967 « Cette ville est à la charge de ses habitants ». Cette ville est à la charge de ses habitants. En fait, c'est une promenade très poétique, mais aussi très désabusée, dans une ville qui est à la fois belle, ancienne, qu'on aime, parce qu'elle remonte au Moyen-Âge, etc., mais qui est aussi en proie à la destruction, à l'abandon, à cette espèce de négligence qui caractérise le régime communiste, avec des pénuries, ici la file d'attente à l'entrée d'une boucherie. Et il y a un rapport très intéressant entre ce texte, qui est très inspiré de la poésie surréaliste, et les photographies de Peter K. qui illustrent, vous retrouvez un peu de cette poésie du quotidien, qui est une poésie aussi un peu absurde, hein, la fantaisie d'un landau abominable, etc. Je vous laisse regarder les images. Cette image est intéressante. C'est donc une sorte de méditation sur un mur de Prague qui s'effrite. Et vous distinguez peut-être dans la partie gauche de la photo des inscriptions bilingues en tchèque et en allemand. C'est le souvenir de cette Prague multiculturelle qui a déjà disparu à l'époque et dont on va parler tout à l'heure. Alors, grand changement, le printemps de Prague, la fête des années 60 s'arrête. Le pays est envahi en 1968 par ce que l'on appelle les chars russes, en fait les forces du pacte de Varsovie, qui mettent un coup d'arrêt à la libéralisation politique. Et le pays entre dans 20 ans d'une période très morose et quasiment schizophrène de ce que l'on appelle la normalisation, c'est-à-dire la reprise en main par une sorte de stalinisme, de néo-stalinisme de la vie quotidienne. Je voudrais parler un peu de ce deuxième film de Věra Chytilova qui s'appelle Panel Story, qui sort en 1979 dans des conditions un peu difficiles et qui aborde de façon tout à fait féroce la vie des banlieues
de ce que l'on appelle le Siedlichtier, c'est-à-dire les cités en périphérie urbaine, avec à la fois, si vous voulez, un ton de désolation, mais aussi d'humour. Hein. Et cette sorte d'humour désespéré, bon, ça fait partie sans doute des charmes constants de cette culture. Pour finir sur la modernité, sur cette modernité assez heureuse, inventive, je voudrais enfin évoquer un des aspects vraiment très spécifiquement tchèque de l'histoire du cinéma, c'est l'inventivité technique et en particulier le secteur très important du dessin animé. Alors il y aura, je sais, un masterclass, je crois, demain sur l'école du dessin animé, mais il faut au moins prononcer le nom de ce réalisateur au nom imprononçable. Moi, je ne suis pas tchèque, je ne suis pas tombé dans la soupe tchèque quand j'étais petit, donc vous allez le dire après moi, Jiří Trnka. Jean Gaspard, c'est beaucoup mieux le dire que moi, Trnka, qui est un immense maître du dessin animé. On vous projette ici une petite scène de son adaptation donc, sous forme de dessin animé de marionnettes du célèbre roman de Jaroslav Hašek, Le brave soldat Švejk, qui est un roman de la Grande Guerre dont on va reparler et qui est donc le moment où le soldat Švejk est... on peut lancer est donc appelé au front. On est pendant la guerre, on est dans une gare de Prague et c'est la vie de toutes ces familles séparées. Donc il y a ce charme à la fois de référents historiques très forts que tout le monde connaît, et puis cette espèce de modernité familière qu'apporte le dessin animé de marionnettes. Alors le soldat Švejk, c'est ce petit soldat Poslušně hlásím, pane Oberleitner, že s našima zavazadlama je všechno v pořádku. Qui est, on ne sait pas s'il est très bête ou très intelligent, mais qui est très bonhomme dans sa dégaine et qui se caractérise par sa très très grande obéissance aux autorités militaires. Voilà, la modernité, c'est aussi la modernité politique. Et attendez, j'ai oublié ça. Il faut parler donc de modernité cinématographique. Il y a un lien entre le cinéma et la modernité. Et donc, il faut aussi rappeler l'existence, c'est important pour comprendre l'histoire du cinéma tchèque, d'une industrie cinématographique qui date en fait depuis très longtemps, depuis le début du XXe siècle, et qui se concrétise dans la périphérie de Prague par la construction d'une cité du cinéma, un peu sur les modèles de Cinecittà italien, avec un immense complexe de studios donc, qui s'appelle Barrandov, du nom de la localité, et donc vous avez ici une vue aérienne où vous voyez bien ces immeubles fonctionnalistes qui sont intéressants du point de vue architectural. Puis derrière, vous voyez des décors grandeur nature
dans lesquels sont filmées certaines réalisations de ces studios. Donc tout ça c'est bien, c'est le XXe siècle qui avance, mais pourtant la modernité, elle est aussi une modernité politique. J'en ai parlé tout à l'heure, la modernité des totalitarismes. Et il faut un peu analyser la réaction à ces agressions. Ici, des plans d'actualité de l'arrivée des troupes nazies qui prennent possession de Prague, avec la visite du Führer, qui sont donc la concrétisation visuelle de cet assujettissement du pays à l'ensemble nazi, même si, encore une fois, le cœur des pays tchèques survit sous une forme politique pseudo-indépendante qui s'appelle le protectorat de Bohême-Moravie. Alors pour illustrer cela, dans le cadre du festival, on projette à plusieurs reprises ce film qui s'appelle, dont le titre français est La Peste blanche. Je me suis rendu compte que si il y a maintenant 2 ans, La Peste de Camus est devenue un des grands best-sellers, tout à coup, de nouveau, pour des raisons évidentes, en République tchèque, ce texte-là aussi est devenu un best-seller, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Parce que s'il y est aussi question d'une épidémie, la peste dont il est question ici, c'est celle du fascisme, c'est celle de la montée du nazisme. Je vous invite à le voir. Quelques mots sur son réalisateur pour illustrer ce qu'on vient de dire. Hugo Haas. Hugo Haas, qui est le fils d'un Tchèque et d'une Russe blanche exilée, enfin installée en Tchécoslovaquie, juive. Haas était une grande star du théâtre et du cinéma dans la Tchécoslovaquie des années 20-30. Il jouait des personnages de palabreurs, grincheux, roublards, amusants dans des comédies, mais aussi des rôles dramatiques sérieux, une adaptation de Crime et Châtiment, et cette pièce de théâtre de Karel Čapek, un des auteurs majeurs de la période. Or, Čapek meurt d'une maladie des poumons fin 1938. C'est un peu moche, paradoxal de dire ça comme ça. Il a eu de la chance parce qu'il a réchappé au sort qu'il attendait. Et puis il était comme journaliste, auteur démocrate engagé contre le fascisme, contre le communisme aussi, sur la liste noire des personnes à arrêter par les nazis en arrivant à Prague. Son frère est arrêté, déporté et meurt très peu de temps avant la libération du camp de concentration de Bergen-Belsen. Haas, lui, est 1 mois après l'occupation du pays, est licencié du Théâtre national à cause de ses origines juives. Il s'exile, il part en France, par l'Italie, il finit aux États-Unis. Et c'est un départ tragique parce qu'il part avec son épouse, mais il n'a pas la possibilité d'emmener avec lui leur fils, qui est encore très, 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 très jeune, recueilli par le frère de Hugo Haas, qui est un compositeur, Pavel Haas. Le père de Hugo Haas est assassiné, meurt au ghetto de Terezín. Pavel Haas, donc le compositeur, meurt en camp de concentration, et Hugo Haas, donc notre réalisateur, ne pourra revoir son fils que 7 ans plus tard. Et juste une dernière mention par rapport à Haas, parce que c'est intéressant, même si cela nous emmène dans une autre période. Il rêvait bien sûr de revenir en Tchécoslovaquie, de reprendre sa carrière. Cela n'a pas été le cas après que les communistes prennent le pouvoir en 1948. Il reste aux États-Unis et sa renommée était telle qu'il joue des rôles dans des films de Jules Dassin, de Jacques Tourneur. Il a un rôle important dans la première production de Galilée de Bertolt Brecht aux États-Unis, mise en scène par Brecht et Joseph Losey. Mais surtout, il produit, réalise, écrit et joue dans 13 films, je crois, des films noirs, tout au long des années 50,
qui sont pratiquement invisibles aujourd'hui, mais tout à fait passionnants. Invisibles parce que, comme il s'autoproduisait, il n'y a pas aujourd'hui de studio qui aurait ces films dans son catalogue pour les ressortir et essayer de gagner un peu d'argent dessus et nous en faire profiter. Mais en fait, il est devenu une espèce de figure de précurseur d'un cinéma indépendant, au même titre qu'Orson Welles, que Samuel Fuller, que Ida Lupino, à la même époque, donc de réalisateurs qui essaient de fonctionner en dehors des studios. Et je pense que c'était important de le mentionner parce qu'il y a aussi une culture tchèque et un cinéma tchèque d'exil dans ces périodes-là, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, alors... ça, c'est une image. Quand on voit le film, on a l'impression que c'est devant le château de Prague, mais c'est entièrement construit au studio de Barrandov, dont on vient de voir la photo. Très rapidement, voici Hugo Haas, donc en blanc, avec Karel Čapek et la couverture du livre. Et je voulais vous montrer ce tableau qui s'appelle 5 minutes avant la fin du monde, qui est peint à la fin des années 40, au début des années 50, par un des peintres majeurs de la seconde moitié du XXe siècle en pays tchèque, Pavel Brazda, qui dit bien, je pense, l'ambiance entre ces deux totalitarismes. Je vous fais remarquer dans les yeux du ballon au milieu, vous reconnaîtrez dans un œil Hitler, dans l'autre œil Staline. On l'a mentionné brièvement en 1968, au début de 1968, suite à un dégel très progressif au cours des années 60. La censure tombe. Nous sommes dans cette tentative de mise en place d'un socialisme à visage humain qui n'a pas longue durée. Vous connaissez cela. Ce qu'on voit, ce sont ces photographies tout à fait frappantes de Josef Koudelka, de l'arrivée des chars des armées du pacte de Varsovie dans la nuit du 20 au 21 août 1968. Et un mot sur le cinéma, si les films de la nouvelle vague, souvent, presque toujours, ne peuvent pas être ouvertement contestataires. Ils le font de façon détournée. On a des films qui traitent de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, le discours officiel du régime communiste, c'est d'opérer un prolongement. Tout ce qui est à l'ouest, c'est le prolongement du fascisme, c'est le prolongement de l'impérialisme. Mais les réalisateurs de la nouvelle vague, dans ces films-là, sur la Seconde Guerre mondiale, en fait, dressent un miroir à leur présent. Et en tous les cas, ce n'est que pendant ces 6 mois, ou en tous les cas, c'est pendant ces 6 mois du printemps de Prague que sont lancés les quelques rares projets qui sont ouvertement contestataires et qui essaient de décrire la réalité du régime communiste de nommer les choses de façon frontale. 2 mentions. Ce film de Jiří Menzel, Alouette file à la patte, qui ressort en salle grâce au distributeur Malavida, le 23 février, je crois, donc très bientôt. Il n'est pas au festival, mais voilà, nous aurons la possibilité de le revoir en salle, et qui donc est également une adaptation d'une œuvre de plusieurs nouvelles de Bohumil Hrabal, et qui évoque le début des années 50, avec d'un côté des prisonnières politiques, ou en tous les cas des jeunes femmes ou des femmes de tout âge qui sont aux travaux forcés, et à côté, je dis prisonniers politiques, mais ce sont des criminels ou des femmes qui ont des sorts très, très divers, à côté de personnes qui sont là et qui ne peuvent pas travailler dans leur domaine et qui sont finalement un peu obligés de travailler comme travailleurs volontaires. Et cette image-là, bien sûr, vous laisse entendre qu'il y a une histoire d'amour qui se crée dans ce milieu complètement hostile. Il va de soi que le film est interdit et n'a été vu que très brièvement après qu'il ait été fini. Qu'est-ce que je raconte ? Celui-ci n'a pas été vu du tout. Il y a eu 2 projections privées, mais il n'a pas été vu du public. Il a été mis, ce qu'on appelait sous clé, do trésoro, dans un coffre. Et il n'a été vu en fait que au Festival de Berlin en 1990, après la chute du régime communiste.
Un autre exemple, ce film-là, L'oreille de Carol Cagenia. Oui, c'est vraiment pour vous plomber le moral. Hein, vous avez bien compris la modernité politique. C'est aussi angoissant. Et c'est un autre exemple de ces films qui se font vraiment in extremis. Le film sort en 1970. C'est un film que je dirais kafkaïen. Donc ça s'appelle Ujo, hein, l'oreille de Karel Cagenia. Et ça raconte l'histoire, c'est une sorte de huis clos dans l'intimité d'un couple de ce que l'on appelle la nomenclatura communiste. Ce sont des privilégiés du régime dont le protecteur, un ministre, tombe en disgrâce et qui comprennent que les beaux jours sont finis et qu'ils vont se retrouver pris au piège. La métaphore annoncée par le titre même de l'oreille, c'est celle de l'écoute. Hein, et vous avez vu ce petit détail dans cette scène, l'écoute, le micro qu'on glisse pour espionner les gens dans leur intimité. Le film est devenu une sorte de métaphore du régime de surveillance propre au totalitarisme, je le mets vraiment au pluriel. Et il est intéressant que ce soit précisément un film qui a été absolument invisible à Prague dans les années 1970-1980. On en parlait, on ne le voyait pas, et il est ressorti, et il a été, je crois, projeté en grande pompe au Festival de Cannes en 1990. Cette histoire de films interdits qui ressortent après la chute du mur, ça fait partie aussi des méandres très compliqués de la modernité politique. On va finir cette partie qui est bien dense pour vous parler de la deuxième réalité de Prague, qui est la Prague multiculturelle. Nous allons commencer par cet exemple, Extase, qui est un des films les plus connus du tout début du parlant. Je ne vais pas parler longuement du film, je vous invite à le voir, il est au festival dans une copie restaurée récemment. Je vous montre juste cette affiche qui est l'affiche française du film, avec cette femme en forme de vague qui fait écho à cette photographie très connue de František Drticol de 1927. Et donc ça, c'est une autre affiche française du film. On voit les noms des acteurs principaux. Eddie Kiesler, donc une actrice autrichienne, et Pierre Ney, un acteur français. Une image, alors Extase en français, Extase en allemand. Ça, c'est un programme du film en allemand. Et on voit qu'ici, les acteurs principaux sont Hedy Lamarr. C'est la même actrice, mais sous le nom qu'elle aura lorsqu'elle s'installera à Hollywood, Harry Bermog, qui est un acteur allemand. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est illustrer donc ce côté multiculturel. Forcément, ce n'est pas le propre que de Prague, cette pratique au début du parlant de tourner le même film en plusieurs langues. Ce film, en effet, a été tourné en parallèle en tchèque et en allemand, avec des acteurs qui, tour à tour, jouaient. Harry Bermog joue le rôle principal masculin dans la version allemande. Il joue un rôle secondaire dans la version française. La musique est composée par un compositeur italien, Becce, qui était le compositeur attitré de Fritz Lang, de Pabst, de Lubitsch, de Murnau. La version française est tournée en France à la Gaumont, supervisée par le réalisateur. Bref, et juste un rappel qui me vient à l'esprit maintenant. Vous connaissez tous Henri-Georges Clouzot, le réalisateur du Corbeau, Les Enchaînés, non.
Des Diaboliques, merci, voilà. Un trou de mémoire. Un des premiers engagements dans le domaine du cinéma d'Henri-Georges Clouzot, c'est d'être à Berlin et de superviser les versions françaises de films allemands, autrichiens, mais aussi tchèques, puisqu'il coécrit le scénario d'un film d'un réalisateur tchèque qui s'appelle Karel Lamač, de la même génération que Machati. Donc voilà un peu pour donner le ton. Et cette image-là, alors pour donner l'extrême inverse, qui est tirée du film Une maison à Prague, un film documentaire magnifique tourné par Stan Neumann et qui retrace l'histoire de sa famille, qui, donc à travers cette histoire intime, on fait le tableau de l'histoire avec un grand H derrière. Mais si je le montre ça, c'est très rapidement pour dire que Stan Neumann est l'arrière-petit-fils d'un des grands poètes du début du XXe siècle, Stanisław Kostka-Neumann, qui était une grande figure de l'anarchisme. Donc je le mentionne comme pôle opposé, libertaire, anti-autoritaire, prônant la libération des femmes, l'émancipation sexuelle, mais aussi l'internationalisme, y compris l'idée d'une abolition des frontières et donc de l'idée des États-nations. Bien, donc on peut parler de multiculturalité dans la façon dont on fait les films, mais on doit aussi parler de la multiculturalité telle qu'elle existe dans Prague. Donc je rappelle ce qu'on a déjà dit, ce sont des pays en Europe centrale qui sont profondément marqués par le mélange des ethnies, des langues. Ça concerne les pays tchèques par l'énorme présence de populations germanophones. Donc il faut vous imaginer, à la fin des années 30, il y a à peu près le tiers de la population qui est germanophone. Et les 2 tiers restants tchécophones, et au milieu de tout ça, des juifs qui sont parfois l'un, parfois l'autre, souvent les deux, se posent les questions intéressantes de bilinguisme, etc. Cette histoire de multiculturalité, elle va prendre fin dramatiquement à cause de la Seconde Guerre mondiale. La population juive, de même que la population rome, dont on va très peu parler, est quasiment anéantie. Et surtout, les Allemands vont être expulsés du territoire, manu militari, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais donc cette multiculturalité, elle sera plutôt une sorte de souvenir, voire de fantôme. Mais il faut quand même comprendre la façon dont les différentes communautés ont investi la ville de Prague. Et là, je vous montre quelques extraits d'un film allemand sur Prague qui ne fait pas partie de la programmation du festival, et ce n'est pas un hasard, ça ne fait pas partie du cinéma tchèque en tant que cinéma produit dans les pays tchèques. Et pourtant, c'est un film sur Prague, c'est le regard allemand, c'est presque le regard nazi, posé sur cette ville où ont vécu des Allemands, que les Allemands considèrent avoir été une ville de fondation allemande, où le génie allemand se serait réalisé, en particulier architecturalement. Vous voyez que le film insiste lourdement sur ce magnifique panorama de la ville gothique, de la ville baroque. Et donc 2 mots sur ce film qui s'appelle La Ville dorée de Veit Harlan, qui est filmé en 1941, qui est sorti en 1942, donc Die Goldene Stadt, et qui raconte l'histoire de la fascination d'une jeune femme, d'une jeune fille qui est née à la campagne, qui a vécu la dure vie de la campagne et qui rêve de la ville dorée. Et vous avez vu donc dans l'extrait la découverte émerveillée de cette ville par les yeux de cette jeune paysanne. La morale du film, c'est vraiment une morale réactionnaire, c'est-à-dire qu'en fait, cette jeune fille va se perdre dans la ville qui est aussi le nid de tous les vices. Mais il y a vraiment une sorte de double mythe dans ce film, à la fois bien sûr le mythe de la pureté qui est conservé dans la campagne, et donc
c'est un film contre la ville. Et en même temps, il y a l'idée que Prague est un joyau du génie européen, c'est-à-dire du génie allemand. Et donc, voilà. Donc Prague est aussi un mythe de l'Allemagne nazie, de l'Allemagne nationaliste, qui travaille un peu tout le temps, et ce film ressort régulièrement. C'est intéressant de voir les façons dont ça ressort, même commercialement. Mais bien sûr, Prague est surtout la ville des Tchèques, et il est intéressant de voir comment le cinéma tchèque met en scène cette ville. Alors là, on va retrouver notre brave soldat Švejk, que vous avez déjà vu dans le petit extrait du dessin animé. Ici, c'est la version de Karel Stekli de 1956, donc qui est une version un peu réaliste de cette Prague. Donc c'est la reconstitution du début de la Première Guerre mondiale, avec, vous voyez, beaucoup d'éléments de jovialité, une sorte de réalisme un peu caricatural de ce que c'est que le peuple. Et la scène, c'est une scène très connue du roman de Jaroslav Hašek, où le brave soldat Švejk veut, par une sorte de patriotisme pro-impérial un peu débile, s'engager à toute force alors qu'il ne peut pas marcher. Et donc, cette scène, elle est à la fois populaire, gaie, et aussi, je crois, un peu populiste. Le deuxième exemple de cet investissement de la tchéquité, finalement, dans le film, c'est le film de Martin Fritsch, donc le boulanger de l'empereur, qui va mettre en scène la Prague du début du XVIIe siècle, avec voilà, des réalisations sociales importantes, et qui va mettre au premier plan le personnage du golem. Alors on reparlera du golem à la fin de l'exposé. Le personnage du golem, c'est une sorte de monstre protecteur du ghetto juif, mais ce film de Fritsch en fait une sorte de divinité protectrice du peuple tchèque, et en particulier des boulangers de Prague. L'histoire est très compliquée. Vous voyez ici la scène finale où le personnage du golem est détourné de sa fonction pour devenir presque un mythe ouvriériste. C'est par le golem qu'on va chauffer les fours des boulangers qui vont pouvoir cuire leur pain. Donc il y a, si vous voulez, dans cette apothéose de la fin du film, une sorte de morale socialiste qui intègre le passé pragois, qui vient de la période de la Renaissance, du début de l'âge moderne, à la grande épopée du socialisme. Le golem, la transition est faite. Quelques mots sur la communauté juive. Je cite ce texte que vous connaîtrez peut-être rapidement. En mars 1902, je fus à Prague. C'est Guillaume Apollinaire qui décrit son séjour à Prague au début du siècle. Il veut se renseigner auprès d'un passant. Il demande une recommandation d'un restaurant ou d'une auberge qui soit typique. Et le passant en question lui dit regardez ces anciennes maisons, elles conservent les signes qui les distinguaient avant qu'on ne les eût numérotées. Voici la maison à la Vierge, celle-là est à l'aigle, et voilà la maison au chevalier qu'on voit à l'écran. Au-dessus du portail de cette dernière, une date était gravée. Le vieillard l'a lue à voix haute. 1721. Où étais-je donc ? Le 21 juin 1721, j'arrivais aux portes de Munich. Et Apollinaire de dire, je l'écoutais effrayé et pensant avoir affaire à un fou. Il me regarda et sourit, découvrant des gencives édentées, et continua, je suis le juif errant.
après donc cette évocation des mythes juifs ou de la partie folklore, une scène, la scène d'un des films, un des films extrêmement importants en fait sur la Shoah, film de Alfred Radok, qui se passe de commentaires, je crois. Un film tourné donc en 48-49, en partie avec des rescapés. Et Radok, le réalisateur lui-même étant un rescapé. Et le film s'appelle La Longue Route. Dostal prý si nějakou látku pro Židy. Látku? Dostal jsem látku? Ukaž mi ji. Chceš koupit látku? No snad. Snad bych i koupil. Nebude se ti líbit. Nebude se mi líbit? Nekoupím. Drahocenné zboží. No, jak se ti líbí nová látka? Jak bude slušet o slavnosti Chanuka nová toaleta tvé slečně dceří? Středověk. Je passe un peu rapidement, je suis en train de regarder l'heure, un film que je voulais voir. Alors, une chose, La Longue Route est disponible en DVD en France, sous-titré. Je vous invite à voir ce film absolument bouleversant et magnifique. Un film pour évoquer l'expulsion de la minorité allemande après la guerre que Xavier a mentionné tout à l'heure, et qui me permet aussi de donner un autre exemple de film tchèque d'exil. Ce film-là, écrit et réalisé par Jiří Weiss, qui était donc un des grands réalisateurs, non pas de la nouvelle vague, mais de la génération d'avant, réalisateur qui commence à faire des films à la fin des années 30, au début des années 40, déjà en exil, puisqu'il est en Angleterre, et il monte dans les avions des pilotes tchèques au sein de l'armée anglaise qui, d'Angleterre, vont combattre au-dessus de l'Europe et filment leur vol. Et un extrait de nouveau de ce film. Vous avez bien sûr compris que les rôles principaux sont tenus par Michel Piccoli et Madeleine Zegerbrecht. En 2 mots, l'intrigue. Un médecin tchèque, juif, décide d'épouser sa servante allemande, ce qui provoque scandale au sein des 2 familles, au sein de la famille tchèque qui est scandalisée pour des raisons de classe sociale, puis très rapidement avec l'arrivée des nazis au sein de la famille de la femme allemande, scandalisée de l'avoir épousé un tchèque juif.
l'histoire se termine de façon tragique. Évidemment, je ne vais pas dire exactement comment, mais à la fin, on arrive à imaginer ce qui se passe pendant la guerre. Par contre, le film se termine avec le retour du neveu du personnage principal qui recherche des traces de son oncle favori et qui retrouve en fait la famille de la servante qui lui révèle ce qui s'est passé avec les protagonistes et qui est sur le départ en train de charger son petit chariot avec les quelques dizaines de kilos d'objets qu'ils ont le droit d'emmener. Il faut dire que cette expulsion, si elle a été régulée ensuite, a d'abord commencé de façon tout à fait violente et a été incidemment encouragée à la fois par les politiciens communistes et à la fois et en grande partie décidée par le président de l'époque, Edvard Beneš. Pour cet épisode-là, je vous invite à aller voir le film Alois Nebel qui est au festival et qui en fait le lien entre ce traumatisme donc, qui est longtemps resté tabou et le présent. Je passe rapidement là-dessus. Alors, une image des petites perles au fond de l'eau, qui sera donc projetée tout à l'heure, pour évoquer la communauté rome. Et quelques mots peut-être sur cette scène-là. Oui, en fait, il faut qu'on conclue quand même cette conférence. Mais il faut parler un peu des Roms. Et des Roms en tant que communauté, je vous renvoie au film de Peter Václav qui s'appelle Janetta, qui est sorti il y a quelques années, qui met en scène, c'est presque un film de réalisme social contemporain, la vie de Roms de Bohême occidentale. Mais traditionnellement dans le cinéma tchèque, les Roms apparaissent plutôt comme un motif communautaire d'une communauté qui est marginale et qui fait rêver. Cette image peut être romantique. Vous la trouvez dans l'œuvre littéraire de Bohumil Hrabal qu'on a déjà cité 2 fois, et dans les adaptations cinématographiques qu'en a tiré Jiří Menzel, donc un des plus grands réalisateurs tchèques et un de ceux qui ont émergé à l'époque de la nouvelle vague. Ici, vous voyez cette scène qui est très belle, où un Tchèque, qui est ici un peu gêné, est le marié, et on lui a donné une jeune fiancée qui incarne, qui est très belle, et qui incarne une sorte de refus de la civilisation, avec bien sûr cette sorte de folklorisme, mais qui est un peu ironique sous la plume de Hrabal et sous la caméra de Menzel. Et puis ce topos, ce lieu commun du cinéma socialiste, on pourrait faire des comparaisons intéressantes avec le cinéma yougoslave, où vous avez les personnages de la communauté rome qui sont confrontés aux images de la modernité, avec quelque chose d'une sorte d'incompréhension, mais aussi d'enchantement. Je vous laisse regarder la fin de la scène qui est très mignonne en fait.
J'aurais aimé vous parler de cela de façon plus longue, mais quelques mots sur une autre communauté de Tchécoslovaquie et de République tchèque aujourd'hui, la communauté vietnamienne, puisque des accords entre pays communistes sont passés au milieu des années 50. Il y a des Vietnamiens qui viennent faire leurs études et qui sont en fait pour beaucoup engagés comme ouvriers et comme main-d'œuvre bon marché en Tchécoslovaquie. Mais du coup, c'est une présence qui reste et qui est réelle avec aujourd'hui. Alors, ce sont les Vietnamiens sous le régime communiste viennent, séjournent et puis rentrent au pays. Après 89, nombre d'entre eux décident de s'installer de façon plus permanente. Et nous avons donc maintenant, ça fait 2 générations de Tchèques d'origine vietnamienne qui ont fait leur scolarité dans des écoles tchèques. Et au festival, vous pouvez voir ce film que je trouve très touchant, un film d'animation qui s'appelle, qui est présenté dans le programme sous son titre anglais, Love, Dad, et qui en fait relate à travers des lettres et cette animation de papier et de photos la relation compliquée, les questions identitaires de la réalisatrice, qu'on voit ici, avec son père qui lui est rentré au Vietnam. Qu'est-ce que ça veut dire d'être tchèque avec ce physique, etc. Et ce qui est intéressant aussi, et ça nous permet de terminer cette deuxième partie sur la Prague multiculturelle, c'est de terminer de nouveau sur cette école de la FAMO et de l'attractivité de cette école qui a en fait toujours attiré de nombreux étudiants internationaux, Emir Kusturica, et ici à l'image, Agnieszka Holland, dont on peut voir le dernier film au festival. C'est une photo du tournage de ce film, Le Charlatan. En français, ça s'appelle autrement L'Herboriste. Oui. Voilà. Nous allons conclure pour revenir à la Prague magique quand même, après toutes ces péripéties. Donc voilà, juste en conclusion. La conférence, elle s'appelait Prague ou Praga Magica. Praga Magica, c'est le titre d'un livre important d'un bohémiste, d'un spécialiste de la culture tchèque italien, qui s'est concentré sur cette image de la fin du 19e siècle, du début du 20e, où Prague, on l'a déjà dit, était considérée comme un peu un conservatoire du merveilleux, du fantastique, un empire des revenants, des esprits, et des esprits protecteurs. C'est l'image du golem, donc cette espèce de statue d'argile qui est animée, c'est d'une certaine façon le premier robot, grâce à l'invention d'un rabbin pour protéger le ghetto juif de Prague. Et donc cette très belle photo est extraite d'un des films que vous pouvez voir au festival, Le Golem, qui est un film allemand, sorti en 1920 de Paul Wegener. C'est une des perles de ce que l'on appelle l'expressionnisme cinématographique allemand. On peut citer du même auteur L'étudiant de Prague de 1913, qui est vraiment une rareté, qui a été projeté, je sais, aujourd'hui, et qui est aussi une sorte de variation fantastique, un peu délirante d'ailleurs, sur la ville de Prague. C'est un film qui a énormément marqué. Voilà. Vous reconnaissez l'influence du golem de Wegener dans le Frankenstein de Weil de 1930-1931, si je ne me trompe pas. Et pour un mot, Prague magique, l'attractivité de Prague. Prague et les studios de Prague, évidemment, attirent énormément de cinéastes du monde entier aujourd'hui. Donc on reste dans la multiculturalité avec cette image de Hellboy de Guillermo del Toro. Et nous avons parlé donc d'animation, insuffler vie, donner âme aux choses. Je vous invite à aller voir, je mets ce tableau d'Arcimboldo, donc de cette période fin Renaissance, maniérisme à la cour de Rodolphe II à Prague, en écho avec le cinéma du surréaliste Jan Švankmajer, dont 2 films sont montrés au festival.
Je vous invite chaleureusement à les voir. Je ne vais pas m'attarder plus longuement là-dessus. Juste ces quelques images pour vous donner un avant-goût de ce cinéma très tactile. Et un peu terrifiant. Donc, Schwankmajer me fait peur, à moi. Ce film-là, il s'appelle Possibilité du dialogue. Du début des années 80, j'ai plus la date précise en tête. Une image, deux courts extraits pour finir, pour illustrer ce côté Prague magique. Un extrait de... je traduis le titre en français, rapport sur le sauvetage d'un mort de Václav Kadanka, un des réalisateurs tout à fait contemporains invités au festival. Cette femme dont le mari est dans le coma à l'hôpital, qui le veille, leur fils est à leur côté, de l'autre côté du lit. Donc ils essaient de lui parler, de trouver le bon mot pour qu'il se réveille. Et tout à coup, cette scène-là, Těžko říct někde daleko. Nevíme kde. Xavier a parlé des petites choses ordinaires, de la familiarité. Je pense au poète Peter Král qui avait cette passion des petits riens que d'ordinaire l'on ne voit pas, mais qui constituent pourtant la trame intime de l'existence. Nous retrouvons cette citation de Meyrink au début, Prague comme seuil vers un au-delà, vers le métaphysique, qui pourtant prend tremplin sur les choses en apparence les plus ordinaires, quoi. Et pour finir, ce court extrait du film Une promenade sans but de Hackenschmidt, donc ce que je vous disais tout à l'heure, ce film de 1930 qui est un chef-d'œuvre des avant-gardes tchèques, où un homme se promène, voilà, une promenade sans but, observe la ville, et puis à la fin, il est assis sur un gazon et il se voit se lever, prendre le tramway, rentrer dans la ville, rentrer au centre. Et pourtant, en même temps, il reste là. Et c'est ce que je vous invite à faire avec ce festival, d'aller vous promener, de vous perdre et de laisser une partie de votre esprit, de votre âme dans ce cinéma. Merci pour votre attention. Alors, il y a un micro dans la salle, je crois. Nous avons un quart d'heure, je crois, à moins que nous ayons plus, on va voir. Donc, si vous avez des questions, des choses à creuser, à prolonger, ou des choses qui n'ont pas du tout été abordées, que vous voudriez soulever, c'est le moment. Des critiques. Je veux des critiques. Bonsoir, pas de critique, merci beaucoup pour cette conférence super chargée et riche d'informations, même pour les gens qui s'intéressent depuis un moment à Prague, à la culture tchèque. J'ai deux questions en fait. La première, c'est, vous avez dit, Monsieur Paleníček, qu'il y a eu plusieurs vagues d'exil. Est-ce que vous pouvez dire un mot peut-être sur les exilés de 1948, des cinéastes, des littéraires qu'on connaît, à la Hugo Haas. Et
L'autre question, elle porte sur le début de la conférence, de ce que M. Galmiche a dit sur Biedermeier. Est-ce que vous pouvez vous aussi dire un mot sur est-ce qu'il est perçu comme tel le style Biedermeier? Est-ce que les Tchèques, le grand public tchèque veut dire je veux faire du Biedermeier, j'aime beaucoup le Biedermeier, voilà. Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient depuis une critique savante, peut-être post-fact, et est-ce qu'il n'y a pas dans tout cela de dimension, comment dire, péjorative dans le terme de Biedermeier pour les Tchèques? Merci. Merci. Par rapport aux exils de 48, en fait, j'ai donné un exemple tout à l'heure, celui de Hugo Haas, mais un autre exemple qui me vient à l'esprit, pour rester près du cinéma, il y aurait beaucoup de choses à dire, bien sûr, c'est Makati, le réalisateur du film Extase, qui... alors, Hugo Haas n'a pas eu le succès escompté, en tous les cas de renommée, de succès commercial aux États-Unis, mais je trouve sa carrière admirable. Makati, c'est un autre exemple, alors que c'était pourtant un réalisateur extrêmement connu. Extase avait fait scandale, avait été montré un peu partout, dans des versions plus ou moins censurées, puisque c'est un film qui est très probablement le premier film à représenter l'orgasme féminin, alors pas du tout de façon vulgaire, nous sommes entièrement dans des métaphores, mais voilà, ça a fait scandale, plus que le fait que l'actrice principale y apparaît nue à 2-3 à un moment. Makati est l'exemple d'un réalisateur qui, lui, n'a pas du tout réussi à entamer une nouvelle carrière. Il a tourné 2 films, je crois, si je ne me trompe pas, aux États-Unis, mais qui n'ont pas accroché. Il est rentré en Europe. Donc oui, voilà. Donc c'est cette vague d'exil causée par la prise de pouvoir par les communistes. Un mot, je pense que vous le savez, mais sortir du pays, s'exiler, était passible de prison. Et un des films du festival que je vous invite à voir, que j'ai adoré, 80 lettres de Václav Kadrnka, parle de ça, mais alors à la fin des années 80. C'est un film autobiographique. Son père s'exile en Angleterre. Il est condamné en son absence à 6 ans de prison et son épouse et son fils, donc le réalisateur, essaient de le rejoindre légalement, d'obtenir l'autorisation de quitter le pays. Et il leur a fallu 1 an et demi pour l'obtenir, au bout de tortures administratives complètement kafkaïennes, et à condition de renoncer à leur nationalité. Bon, merci pour cette question sur le Biedermeier. Vous avez certainement raison. Je pense que le Biedermeier, c'est un mot un peu savant. Ça désigne donc un style qui est plutôt typique de l'Autriche, mais à l'époque, au XIXe siècle, les pays tchèques, c'est l'Autriche, qui voit en fait l'essor de la bourgeoisie et la civilisation Biedermeier. L'art Biedermeier, c'est aussi l'art de la bourgeoisie. Cet art à la fois raisonnable, agréable, confortable, avec beaucoup d'arts appliqués. Ça correspond en termes d'histoire de l'art, plus ou moins à ce qu'on appelle en France le style restauration. Donc cet art bourgeois, agréable. Donc je pense que la plupart des gens ne le connaissent pas ou sont incapables de l'identifier. En fait, ce qu'on dit, c'est que ça fait 19e, ça fait 19e siècle. Et cette image de la ville du 19e, qui est une ville petite, agréable, à taille humaine, avec beaucoup de sociabilité, de commerce, etc., c'est quelque chose qui reste aussi à cause, je l'ai dit, bon, je me répète un peu, de la question matérielle. C'est-à-dire que le 19e siècle a dévoilé la ville comme une sorte de corps, dont on faisait l'expérience. L'expérience par la marche, on en a beaucoup parlé, l'expérience par la séduction, on rencontre des gens, il y a des histoires érotiques qui se trament dans les villes, et après il y a des tissus, il y a des musiques, enfin bon, c'est vraiment l'époque du Biedermeier, c'est une sorte de première école du fait que tout fait sens. Il y a de la sensualité partout. Et je pense que ça dure, ça se maintient très longtemps, en tout cas pendant tout le XXe siècle. D'autres questions ?
Remarques, réactions? Comme le disait Kafka à l'issue d'une conférence sur le yiddish, notre but n'était pas de vous faire peur. Donc posez vos questions calmement. Et sinon, on vous souhaite... une deuxième question ici. Peut-être, déjà, merci de mon côté aussi pour cette conférence illustrée qui a nécessité très certainement beaucoup de préparation. Une question très spécifiquement sur La Ville dorée, ce film que vous avez évoqué un moment. Déjà, je voulais savoir très pratiquement est-ce qu'il était de production nazie, directement ou indirectement, ou pas du tout. Et deuxièmement, vous avez évoqué il me semble, un paradoxe dans la pensée un petit peu que vous avez vous-même qualifié de réactionnaire qu'il véhicule entre cette ville la ville qui fascine, la ville qui est présentée comme un symbole du génie européen et par extension allemand dans un mode de pensée nazi, et d'un autre côté la ville comme le lieu du vice, de la décadence, finalement un jugement moral qui pouvait être fait aux citadins, avec peut-être pointé d'une pensée un petit peu sexiste. Donc comment était traité ce paradoxe entre un symbole du génie et à la fois du vice dans la pensée réactionnaire? Bon, c'est des grosses questions. Pour la première est simple. Effectivement, c'est un produit de l'industrie cinématographique allemande, de l'Allemagne nazie. Et vous savez, dans tous les pays, en France aussi, la guerre est une période de grande production cinématographique, aussi bizarre que ça paraisse, avec des phénomènes de censure, avec des phénomènes de limitation matérielle, mais c'est quand même une grande période de production. Et il y a à l'intérieur de la production cinématographique allemande des films de propagande qui sont financés et commandés. Il y a aussi des films qui sont tout simplement surveillés. Et la Ville dorée est dans cette deuxième catégorie, c'est-à-dire il y a eu une sorte de liberté des créateurs pour faire un peu ce qu'ils voulaient, mais bien sûr il y avait un contrôle idéologique. Sur la deuxième question, il faudrait rentrer dans le détail de l'intrigue. En fait, il y a deux Pragues dans ce film. Il y a la Prague ancienne qu'on a aperçue dans la scène, c'est-à-dire la Prague qui vient du Moyen-Âge et un peu du baroque, qui est donc la Prague héroïque, qui vient un peu, pour dire les choses de façon un peu caricaturale, des chevaliers teutoniques, de ces Allemands qui sont allés civiliser les contrées barbares de l'Est. On trouve les mythes nazis de l'espace vital, etc. Et puis, il y a la civilisation moderne qui s'est greffée dans ce corps urbain. Et donc là, il y a en fait, la Ville dorée, ce film qui est idéologiquement tellement suspect, c'est un très bon film en termes de conception de l'intrigue, en particulier de conception des personnages. Et il y a en particulier des personnages de petits bourgeois. Les personnages qui vivent dans cette ville ne sont pas dignes du décor dans lequel ils vivent. Ils dégradent la ville parce qu'ils sont pris dans ce phénomène de corruption qui est plutôt intrinsèque à la ville moderne. Donc il y a effectivement une contradiction dans les mythes. Il y a une sorte de ville éternelle qui serait une ville saine, et il y a la ville moderne qui vient la contaminer. C'est la raison pour laquelle finalement, à la fin du film, il n'y a pas d'autre solution que de retourner à la campagne pour vivre cette vie saine. Mais le film, qu'on a tendance à mettre un peu sous le tapis parce qu'on est gêné, parce que c'est un film d'Asie, etc., mérite, à mon avis, analyse.
Et il me vient à l'esprit une dernière chose, et puis je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête. Donc cette ville éternelle, elle existe évidemment donc dans l'esprit des créateurs. Et je complète juste la question sur l'exil. Il y a un cinéma tchèque d'exil qui est peu connu parce qu'il n'a pas été montré en Tchécoslovaquie. Donc les Tchèques ne le connaissent pas et ne le défendent pas du coup. Et qui est peu connu à l'international parce qu'on ne l'identifie pas forcément comme tchèque déjà. Et je voulais juste pour terminer donner 2 noms, alors pas l'exil de 48 mais celui de 68, qui sont des réalisateurs tchèques absolument remarquables et que je vous invite à explorer. Et je terminerai là-dessus. D'une part, Jana Bokova, qui, à partir de 68-69, travaille entre Londres, Paris, New York, Los Angeles et Buenos Aires, et qui a fait toute une série de films remarquables, documentaires, de fiction. Si je devais n'en citer qu'un pour vous intriguer, ce serait Hôtel du Paradis, qui est un des premiers films avec Fabrice Lucchini. Et une autre figure tout à fait passionnante pour moi, c'est Ottokar Votocek, un réalisateur qui s'est exilé lui en Hollande et qui a fait un film absolument formidable qui s'appelle Les ailes de la renommée, avec Peter O'Toole, Colin Firth, Marie Trintignant, qui a gagné le prix spécial à Avoriaz, et qui est ressorti récemment en DVD en France et qui est un petit bijou que je vous invite à découvrir au plus vite. Voilà, je crois que nous sommes obligés de libérer la salle. Un grand merci d'être venu, un grand merci pour votre attention et merci au festival pour cette invitation.